Hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live Twitch avec un mini peu de retard parce qu'on a eu des petits soucis techniques, mais bon, hein, on va finir par être au top, vraiment. Merci de nous suivre, c'est le premier live de ce début d'année et aujourd'hui on va parler de nos bras. Alors vous me connaissez, je suis Myriam et je vous présente Anna. Donc moi c'est Anna, je suis stagiaire chez Femmes de Droit depuis une semaine, pile poil maintenant, pour 4 mois, donc pour pas mal de temps si on peut dire. Et voilà, c'est mon premier live, donc je vais essayer de faire au mieux, de faire aussi bien que Myriam, et puis voilà. Donc, petit rappel, tout ça. Femmes de droit, c'est une association de soutien et de promotion des droits des femmes. Pour l'instant, nous sommes toutes bénévoles et on a besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à exister. Donc n'hésitez pas à relayer nos contenus sur les réseaux sociaux, mais aussi à devenir membre adhérente en payant une cotisation ou en payant une cotisation, je vais y arriver, hein, c'est le début d'année. Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant des dons, vous pouvez nous soutenir en parlant de nous autour de vous et en faisant appel à nos services. N'hésitez pas à consulter notre site internet où il y a plein d'informations. Et donc aujourd'hui, on parle du nos bras et j'avais envie de pouvoir pas être toute seule à parler de ça et d'échanger avec Anna sur d'abord une partie peut-être un peu plus théorique et puis des discussions, réflexions autour de ce que ça implique, nos bras. Et donc nos bras, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge et donc d'avoir les seins libres en dessous de nos vêtements. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour des origines du soutien-gorge? Oui, alors du coup, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le soutien-gorge vient de 1889 précisément. Donc ça a été inventé par une ouvrière qui était féministe et corsetière. Donc c'était une des premières féministes, elle faisait partie d'un des premiers mouvements féministes à l'époque. Donc elle s'appelait Herminie Cadol. Et donc elle a exposé en 1889 pour l'exposition universelle de Paris, donc ce qu'elle a appelé le bien-être. Donc elle l'a vraiment appelé bien-être et c'était un corselet-gorge, ça s'appelait pas encore soutien-gorge, mais ça s'appelait corselet-gorge. Et donc à l'époque c'était déjà émancipateur. Ça permettait en fait de libérer les femmes de la tenue du corselet entier qui les empêchait de respirer, qui vraiment les resserrait au niveau du ventre et qui n'était pas du tout confortable. Donc c'était vraiment pour avoir plus de confort et c'était dans une démarche féministe à l'époque. Aujourd'hui ça a un petit peu évolué, on se rend compte, on remet en question notamment l'utilité du soutien-gorge, puisque même si à l'époque c'était émancipateur, aujourd'hui ça reste quand même très questionnable, si on peut dire. Donc aujourd'hui son utilité elle est remise en cause, c'est surtout au niveau des douleurs qu'on peut ressentir, aussi du fait qu'il n'y a aucune étude qui prouve les bienfaits du soutien-gorge, donc c'est quand même assez problématique. On se demande pourquoi mettre un soutien-gorge si ça nous fait mal, si en plus ça n'a aucune utilité, et en fait c'est plutôt une question de société et de tradition, puisque par exemple en Scandinavie il y a 95% des femmes qui ne portent pas de soutien-gorge, puisque c'est pas du tout dans leur culture, dans leur tradition, alors que partout ailleurs, quasiment partout ailleurs, en tout cas chez nous en Europe, enfin dans le reste de l'Europe, on porte le soutien-gorge systématiquement, et certaines même pour dormir, ce qui du coup est très étrange au vu de l'absence d'utilité et de l'absence de preuve de son utilité, tout simplement. Alors qu'on nous dit depuis toute petite, je sais pas vous et je sais pas toi, mais moi, dès que mes seins ont commencé légèrement à pousser, on m'a dit il faut tout de suite que tu mettes un soutien-gorge parce que sinon tes seins vont tomber, ils vont arriver à ton nombril avant que tu aies 20 ans, quoi. Donc il faut vraiment que tu en portes un. C'est important. Oui, totalement. Moi ça a été le cas aussi.
Et c'était même au début, pour moi, j'avais hâte de mettre un soutien-gorge. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup de femmes, puisque pour en avoir parlé un peu avec des amis, c'est vraiment, on revient toutes là-dessus, on était très très fiers de pouvoir mettre notre première brassière avant même, presque avant même d'avoir vraiment des seins. Et, ça montrait vraiment un passage à l'état de femme plus que d'enfant. En tout cas, à l'état d'adolescent, quoi. Voilà, Là, on est un vrai ado, quoi. Voilà. Ouais. Et ouais, c'est quand même... aujourd'hui, bon, maintenant, je sais qu'aujourd'hui, moi, je porte plus du tout, enfin, quasiment plus de soutien-gorge, ça m'arrive d'en porter. Mais quand je repense à ça, je me dis, mais j'avais quasiment pas de sein, et même pas du tout, et j'avais déjà hâte de porter un soutien-gorge, alors qu'au final, après avoir commencé à en porter, on se dit toutes, mais c'est hyper désagréable. Enfin, à la fin de la journée, on arrive chez soi, on l'enlève, et puis on a un soulagement, donc pourquoi commencer à en mettre finalement au début, quand on voit un petit peu ce constat qu'on se fait tout entre nous en discutant. Voilà. Mais surtout que ce truc... Enfin, il y a deux raisons pour lesquelles il fallait absolument porter un soutif dans mon adolescence. Ça fait vieille quand je dis ça. C'était parce que les seins vont tomber et aussi parce qu'il ne faut surtout pas qu'on voit les tétons. Et en tout cas, par rapport au fait que les seins tombent, dans mon cas, ça a été un espèce de cercle vicieux parce que j'ai eu les seins tombants, mais tout de suite, à 14 ans, 15 ans, j'avais déjà les seins tombants, entre guillemets. Et puis à partir de 16-17 ans, j'ai eu vraiment des grosses prises de poids qui font qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans les personnes très très grosses. Et je rappelle que grosse n'est pas un gros mot, et je vous renvoie à l'épisode sur la grossophobie si vous avez envie d'approfondir le sujet. Mais toujours est-il qu'en tout cas, jusqu'il y a quelques années, mes seins tombaient au point que, pour vous donner une idée, quand j'avais pas de soutien, assise, normalement, mes seins tombaient jusqu'à mon nombril. Et puis j'ai arrêté d'en mettre au début parce que j'étais malade, par confort, parce que j'étais à la maison, parce que... Et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'en mets plus là depuis quasiment 3 ans et demi, sauf pour des raisons érotiques, mais dans ma vie de tous les jours, je n'en mets plus. Et en fait, mes seins ont littéralement remonté de 15 cm. Et donc, j'ai mis des soutiens pour que mes seins ne tombent pas, et c'est en arrêtant d'en mettre que mes seins ont arrêté d'être tombants. C'est assez paradoxal, quoi. Oui, mais totalement. Mais quand je me suis renseignée du coup sur le port du soutien-gorge, son utilité, j'ai trouvé une étude qui a été très médiatisée, qui a été vraiment relayée par beaucoup de médias, sur de Jean-Denis Pouillon. Donc c'était un médecin qui a réalisé une étude en 1997. Donc ça peut paraître vieux, mais c'est une étude qui a été réalisée sur 15 ans auprès de 130 femmes, donc y compris des sportives. Et donc ce monsieur nous dit qu'au fil de temps, en prenant des mesures, il a pu constater que le mamelon remontait après l'arrêt du port de soutien-gorge, que le mamelon remontait et que les seins avaient un aspect plus ferme. Que les femmes aussi se sentaient plus à l'aise dans leur posture, qu'elles avaient moins de douleurs du coup liées au soutien-gorge, donc au niveau des bras, même ici on peut avoir des douleurs aussi avec des armatures. Je sais qu'il y en a certaines qui ont vraiment eu beaucoup de mal parce que comme toi tu me disais, l'armature rentre dans la peau parfois. Moi j'avais des blessures. Mais c'est horrible parce que c'est quasiment de la torture en fait qu'on est obligé de s'infliger, tout ça pour une image. Pour que nos seins correspondent à une image de société, donc c'est-à-dire rond, ferme, qui remonte, alors qu'au final le soutien-gorge ne participe pas du tout à les rendre comme ça, donc ce qui est totalement paradoxal. Et oui, donc arrêter de porter le soutien-gorge, c'est aussi un peu lutter contre l'hypersexualisation des seins, puisque on a cette image-là des seins qui sont ronds, fermes, qui remontent. Et ce qui est encore plus paradoxal, je trouve, c'est que on dit d'une femme qui arrête de porter des soutiens-gorge, d'où on voit la vraie forme des seins, que c'est pas féminin, que c'est pas féminin, que c'est pas très sexy, alors que ça revient à dire qu'au final les seins ne sont pas sexy, puisque un sein sans soutien-gorge c'est un sein naturel, donc
si on considère qu'un sein qui n'a pas la forme qu'on souhaite avoir en portant un soutien-gorge n'est pas sexy, alors les seins ne sont pas sexy par définition. Donc oui, ça remet vraiment beaucoup de choses en question, je trouve, le non-bras. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Oui, et ce truc de ne pas pouvoir voir les tétons comme si les tétons des femmes étaient forcément sexuels, alors que les tétons des hommes ne le sont pas. Totalement. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des artistes qui se sont amusés à cacher les tétons de femmes par des tétons d'hommes. Et quand on dit à l'intelligence artificielle ah non mais ça c'est un téton d'homme, on a mis au-dessus et on montre qu'il y a un montage, alors ça peut rester. C'est tellement hypocrite, alors qu'un téton c'est un téton quoi. Enfin, je veux dire, à un moment il y a une fonction biologique au téton. Alors oui, ça peut être érogène, mais aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est sur les corps humains que c'est érogène, qu'importe le genre d'ailleurs, mais c'est chez les femmes que c'est érotisé par la société. Un t-shirt d'un homme musclé, un t-shirt un peu collant d'un homme musclé où on voit ses tétons, ce sera jamais qualifié de vulgaire en tout cas. Exactement. Ce sera bon, ça peut être qualifié de sexy, en tout cas, ce sera pas aguicheur. Voilà, ce sera pas aguicheur, ouais. Ce sera pas l'homme qui portera un t-shirt comme ça, il sera pas provocateur, il sera pas vulgaire. Alors que par contre, une femme, surtout en fonction du milieu où elle se rend habillée comme ça, par exemple dans un milieu professionnel, une femme qui se rend dans un milieu professionnel avec un t-shirt moulant où on voit ses tétons, c'est beaucoup plus problématique que évidemment quand on est avec des amis ou dans un contexte beaucoup plus décontracté, on va dire. Et oui, au final, c'est quand même... ça revient quand même à assimiler le corps de la femme à un objet sexuel et du coup à voir au travers de ces tétons tout ce qui est... à hypersexualiser l'image des tétons et du sein en général et aussi à créer de fausses images du coup sur le sein puisque, comme j'ai dit, un sein dans sa forme naturelle entre guillemets, n'est pas sexy, mais en même temps, quand on les montre aussi quand on les voit à travers des vêtements sans soutif, c'est trop sexy. Donc je trouve qu'il y a vraiment plein de paradoxes, en tout cas dans la représentation qu'on peut avoir des seins des femmes en tout cas. Mais de manière générale, au-delà du soutien-gorge, il faut qu'on soit bien maquillé, avec un soutien, bien habillé, il faut qu'on soit sexy mais pas trop, et en même temps, il faut pas qu'on suscite trop de désir chez les hommes, il faut en susciter quand même, sinon on n'est pas une vraie femme, et il ne faut pas en susciter trop, parce que sinon on n'est pas une vraie femme non plus. Ouais, c'est ça. Et quoi qu'on fasse, on ne fait pas les choses convenablement finalement. Je trouve ça assez fou. Et par rapport au travail, pour rebondir à ce que tu disais, pour moi ça reste compliqué quand je dois aller dans un lieu un peu officiel, un peu d'être sans soutien. Alors j'ai 2-3 robes où le tissu, la forme font que ça se voit pas, et du coup je suis plus à l'aise et je mets ces tenues là, ou alors je m'arrange pour attirer l'œil sur autre chose, je mets un collier, une écharpe, un tissu au-dessus, mais parce que je reste, j'ai beau être militante, j'ai beau être féministe, j'ai beau j'assume moyennement d'être dans un lieu où je représente quelque chose, une idéologie, un mouvement, femme de droit, qu'importe, et être sans soutien. Et on a déjà beaucoup parlé d'intersectionnalité au sein de l'association, mais à ça s'ajoute le fait que je sois grosse. C'est-à-dire que vraiment, je suis une femme grosse, qui met pas de soutien et qui s'épile pas, c'est quand que je prends soin de moi. Et du coup, j'ai beau savoir que le maquillage est tout autant un outil de domination. D'abord, moi, je me sens plus jolie maquillée, ce qui ne m'empêche pas de ne pas être maquillée comme aujourd'hui. Donc, je ne me maquille pas forcément tous les jours, mais je me sens plus jolie quand je suis maquillée. Et clairement, si je dois aller dans un endroit public un peu officiel,
et que je mets pas de soutien, c'est sûr je vais me maquiller. Je peux pas être la femme grosse qui met pas de soutien, qui s'épile pas et qui se maquille pas. Ouais. Parce que forcément, c'est la négligence dans toute sa splendeur. Je crois qu'il manquerait plus qu'une tache sur mes vêtements. Mais ouais, je suis quand même dans le summum de la négligence, alors même que c'est pas de la négligence et c'est du soin de moi. Oui, je mets pas de talons aussi pour des raisons de santé, mais donc pas de talons, des poils, des seins naturels, un visage naturel pas maquillé. À la fin du monde, quoi. Oui, c'est comme tu dis, c'est perçu comme du manque, enfin de la négligence, du manque de professionnalisme, voire pas de pudeur au final. Et un manque de respect de soi, on m'a déjà dit ça. Ah oui, ouais. Que je ne me respectais pas parce que je ne mettais pas de soutien. Alors que pour autant, je veux dire, tous les hommes ne mettent pas de soutien-gorge, ne s'épilent pas, ou un Marcel, ne se maquillent pas, et pour autant, ils vont pas apparaître négligés, quoi. Donc c'est que vraiment, on a des injonctions, un idéalisme en fait de ce que doit être la femme, et ce qui ne correspond pas du tout au final à ce que chacune a envie de faire. Enfin, tu vois, par exemple, on a envie... Enfin, je sais que moi, la plupart du temps, quasiment la majorité du temps, je n'ai pas de soutien-gorge non plus, mais c'est très difficile quand c'est dans des milieux un petit peu plus sérieux, on va dire, donc dans des milieux professionnels notamment, où on se retrouve devant des hommes qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, à ne pas mettre de soutien-gorge. Enfin, je prévois, en fait, je sais quand il va y avoir ce genre de situation où ce sera très sérieux, par exemple un oral vraiment oui, voilà, on est vraiment en confrontation avec avec des femmes ça ne me dérange pas, mais avec des hommes par contre ça me pose plus de problèmes, et puis que du coup on voit donc avec des vêtements comme tu disais, des vêtements fins plus près du corps, on voit totalement qu'on n'a pas de soutien-gorge. Moi, je vais avoir tendance à plutôt justement mettre un soutien-gorge pour ne pas, en fait, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, que je dis pas que tous les hommes qui vont me voir sans soutien-gorge vont me considérer comme un objet sexuel, mais en tout cas, j'ai toujours cette réflexion, toujours un peu cette crainte-là, justement d'être perçue comme un objet sexuel et qui me force au final à mettre un soutien-gorge quand je sais que je serai en face d'hommes, par exemple des professeurs ou des employeurs, et que aussi du coup il y a cet aspect là de négligence, et que pour un oral on se dit, quand on sait que la majorité des personnes pensent que c'est négligé de mettre des soutiens-gorge, qu'il vaut mieux en mettre pour un oral et faire un effort le temps d'une journée. Et c'est surtout ça que je me dis, c'est faire un effort, alors qu'au final la plupart du temps je n'en mets pas et ça ne pose pas de soucis, même avec des hommes que je connais, il n'y a pas de souci, je ne mets pas de soutien-gorge la plupart du temps, avec ma famille non plus, mais pour autant, par contre, c'est plus compliqué, je trouve, quand c'est des hommes qu'on ne connaît pas. Ouais, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai pas de soutien, donc maintenant dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas l'impression d'être considérée comme sexy ou d'être plus sexualisée. Et après, il y a très probablement une question de morphologie. La société ne sexualise pas beaucoup mon corps. Ou alors, il y a le fétichisme d'un côté, que je fuis parce que, il y a quand même un vrai problème. Ça me pose vraiment problème à titre personnel, ce fétichisme des corps gros. C'est un autre sujet, mais la société en tant que telle n'érotise pas les corps gros, ou alors, quand on les érotise, c'est avec de la lingerie. Mais clairement, un corps gros sans lingerie, en tout cas, si vous, c'est pas votre vécu, votre ressenti, vraiment, mettez-le dans les commentaires. Je trouverais ça intéressant de nourrir un peu cette réflexion avec d'autres expériences que les nôtres, mais clairement, moi, je ne le vis pas comme ça. Donc je trouve ça hyper intéressant de me rendre compte que d'autres femmes peuvent le vivre de cette manière-là. Après, le côté négligé, complètement. Et puis, moi, ce qui m'interpelle, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, c'est le temps tout ce temps qu'on consacre. Alors là, au soutien-gorge, c'est le sujet du jour, mais au maquillage, à notre façon de nous habiller, ce truc, on se prend la tête le matin
à se dire ok, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai un examen oral, oui, mais après je vais aller à tel endroit, je vais marcher de tel endroit à tel endroit, donc jupe, talon, pas talon. Et au-delà de l'aspect sexualisé de tout ça, hein, moi je mets plus de talons depuis un certain temps, pour des raisons de santé, mais quand j'en mettais, j'envisageais aussi tout le trajet pour être sûre qu'il n'y ait pas par exemple des pavés, enfin marcher à talons dans des pavés, c'est pas possible, et donc je vérifiais, ah oui non, là ça va pas être possible, je peux pas mettre de talons aujourd'hui parce que je dois traverser la Grand Place à Bruxelles et que à talons c'est pas gérable, ou alors je dois faire un détour, non j'aurai pas le temps, et donc quelles chaussures je vais mettre, ah bon bah je vais mettre des chaussures plates, et du coup avec ces chaussures plates je dois mettre un pantalon, oui mais un pantalon bien habillé parce qu'il y a ça, et que ça doit quand même faire un peu sexy, enfin un peu bien habillé, présentable, oui du coup il faut que j'ai telle chemise et machin, là où j'ai l'impression que les mecs ils se posent la question le matin de savoir s'ils mettent un t-shirt ou une chemise en fonction de est-ce que c'est un peu sérieux ou c'est décontracté, point à la ligne quoi. Ils peuvent mettre les mêmes pantalons s'ils veulent. Il y a eu cette expérience d'ailleurs d'un journaliste pendant 1 an, il a mis tous les jours exactement le même costume, la même tenue, et personne n'a fait de réflexion, alors que son homonyme, pas son homonyme du coup, son homologue pardon, féminine, eh ben, elle a osé mettre deux fois la même robe, et même pas 2 fois de suite, 2 fois en quelques semaines d'intervalle, et tout le monde lui est tombé dessus parce qu'elle avait mis 2 fois la même robe à la télé quoi. Et c'est fou parce que tout ce temps qu'on perd à ça, dans les trucs de développement personnel sur la gestion du temps, là je vois Steve Jobs, enfin tous ces grands noms là, Barack Obama, tout ça, un des trucs c'est que notamment ils ont décidé de plus avoir besoin de choisir comment s'habiller le matin, et donc c'est vrai quand vous les regardez, ces gens là ils sont habillés toujours de la même façon, la même chemise, enfin le même type quoi, et clairement dans leur armoire il y a peut-être 5 vestes de costume, ou 10 ou 15, enfin on n'a pas les mêmes revenus et probablement pas les mêmes garde-robes, mais je veux dire c'est les mêmes quoi, ils ont toute une série de chemises avec peut-être des couleurs différentes et encore, et toute une série de pantalons, et ils se cassent pas la tête, ils s'habillent tous les jours de la même façon, et c'est défendu comme un modèle, vous pourriez faire la même chose, comme ça vous arrêtez de vous poser la question. Bah oui, mais en fait la société elle est pas du tout prête à ce que nous en tant que femmes on s'habille de la même façon tous les jours quoi. Surtout quand on est ultra représenté comme ça, que s'agisse du coup de femmes politiques, toutes les femmes médiatisées, donc les femmes, les stars, on attend d'elles en fait que ce soit des beautés fatales, que ce soit des objets de beauté, donc qu'elles s'habillent tout le temps de façon différente. Je pense pas qu'on verrait une star du cinéma, une femme star du cinéma très très connue porter 2 fois la même tenue à 2 événements différents. Au festival, il y a toujours cette revue de presse là, de voilà. toutes les robes que les femmes, enfin de toutes les tenues que les femmes mettent. Voilà. Pour les hommes, ils sont en costume ou en mieux que le costume là, c'est le smoking et ça passe quoi. Ouais, totalement, mais oui, et puis comme tu dis, dans tous les événements comme ça, il y a toujours, quand tu as des journaux comme ça qui viennent interviewer des stars féminines, c'est toujours quel est votre secret beauté, quel est votre maquillage préféré, quel est votre conseil pour une tenue un peu bohème, chic, ou des trucs comme ça, et pour autant on fait pas du tout la même chose pour les hommes, on interviewe vraiment pas du tout de la même façon des stars du cinéma qui sont des hommes que des femmes. Et du coup tout ça au final ça se répercute sur la société que tout le monde connaît, donc des personnes qui ne sont pas privilégiées comme les stars du cinéma, et forcément dans la vie de tous les jours c'est ah oui Emma Watson elle a dit que c'était mieux de s'habiller comme ça, donc je vais faire un petit effort, telle star a dit que ce fond de teint il était incroyable, donc je vais l'acheter, et puis voilà, c'est tout le temps, il y a aussi, je pense, beaucoup cette partie-là de représentation des femmes un peu idéales qui sont très médiatisées et qui se répercutent comme ça sur les femmes qui sont dans la vie de tous les jours, les femmes comme nous, qui du coup se sentent un peu aussi obligées, je pense, de devoir correspondre à cet idéalisme du corps féminin. Et ça crée aussi beaucoup de problèmes quand même, parce que de base on parle du no-bras, on parle d'arrêter de porter des soutiens-gorge, mais ça fait écho à plein d'autres aspects au final du corps, du regard en tout cas qu'on porte sur le corps de la femme, et
oui, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de parler du no-bra aussi, et en même temps de faire écho à tout ça. Même au final, il y a aussi, enfin, parallèlement au no-bra, il y a aussi un peu des mouvements, du coup le mouvement no make-up, ça aussi ça existe, donc c'est de ne pas se maquiller. Et puis le fait aussi d'arrêter de porter des vêtements serrés, et du coup de porter des vêtements beaucoup plus larges. Je sais que j'ai arrêté de mettre des jeans slim, alors que pour autant quand j'étais... bon, c'est pas du tout la même chose en Belgique, mais au collège en France, c'est quand on a 14 ans à peu près, je ne jurais que par les jeans ultra serrés, ultra skinny, qui n'étaient pas du tout confortables, qui faisaient des marques sur le corps. Et maintenant, je ne pourrais plus jamais en remettre de ma vie, je pense. C'est fou parce que ça, c'est déjà chez les enfants. Oui, en plus. Tu sais, j'ai 2 filles, et bien, la plupart du temps, les pantalons que j'achète pour mes filles, je les achète dans les rayons garçons. Parce que si je les achète à taille égale, d'abord à taille égale, ma fille de 8 ans, en fille, je dois l'habiller en 12-14 ans, en garçon, je l'habille en 10-12 ans. Et en plus, une des raisons pour laquelle je dois passer dans le 12-14 ans en fille, c'est notamment parce que les pantalons, ils sont beaucoup trop serrés et elle n'est pas du tout confortable. Et en fait, mes filles, ma cadette est autiste, et du coup, elle a tendance à pas comprendre un peu le ça se fait ou c'est comme ça. Et du coup, elle était là, mais c'est trop serré. Et j'étais là, oui, c'est vrai. Et une de mes amies lui dit, bah oui, mais c'est parce que c'est plus joli. Et elle était là, bah peut-être c'est plus joli, mais c'est trop serré. Enfin, et du coup, bah non, en fait, ça n'a aucun sens pour elle. Et clairement, majoritairement, je leur achète des pantalons garçons parce que c'est beaucoup plus confortable en fait. Mais c'est hyper problématique. Et bon, là, elles ont 6 et 8 ans, mais c'est déjà quelque chose que je remarquais quand elles avaient 2 ans. Quand ma grande avait 2 ans, les pantalons que je trouvais pour elle, même les leggings, un peu épais pour que ça tienne quand ils tombent et tout, étaient beaucoup trop fins et beaucoup trop serrants, alors que les mêmes leggings noirs tout simples pour garçons étaient beaucoup plus confortables et elles pouvaient les mettre... Non, je trouve ça fou, quoi. Mais ça veut dire que déjà, quand on est enfant, je veux dire, ça se répercute tellement à tous les niveaux de la société que ça se répercute même sur les enfants. Oui, c'est ce qu'on apprend dès toute petite. Et ce qu'on apprend quand même aux filles à des enfants, même du coup jusqu'à 2 ans, à avoir des vêtements plus serrés que les garçons. Mais pourquoi au final? Pour mieux montrer leur corps. Parce qu'au final, les vêtements serrés, le but, c'est de mieux montrer son corps. Sauf que c'est bizarre de voir qu'à 2 ans, il y a déjà des différences entre les vêtements filles et garçons à ce niveau-là. Du coup, ça veut dire quoi? Qu'à 2 ans, on apprend déjà à une petite fille à montrer, à mettre son corps plus en valeur qu'un garçon. Et déjà des tailles basses. Hein. Le nombre de pantalons taille basse qu'on trouve pour les filles, moi mes filles elles trouvent ça insupportable, les tailles basses. Elles préfèrent quand la taille arrive au niveau de la taille, genre la base quoi. Et ouais, en fait, c'est hyper galère de trouver des tailles normales. Alors que les tailles basses, je vois bien que quand elles s'abaissent pour aller ramasser des trucs, on voit au mieux leur culotte, au pire l'arrêt de leurs fesses. Ce qui, quelque part... Alors, les fesses, ça devrait juste être des fesses, mais on est dans la société dans laquelle on est. Ça donne un côté sexualisé. Alors, c'est pas le but, et c'est pas... Mais oui, alors si elle veut pas montrer ses fesses, elle doit faire attention à la façon dont elle s'abaisse et pour ne pas montrer ses fesses, parce que sinon on lui dit « Oh, tu montes tes fesses, tu veux draguer ». Enfin, on la sexualise, alors que, non, en fait, juste elle a pas de pantalon taille haute, parce que si elle prend pas des pantalons garçons, il y en a pas. Enfin, je trouve ça... ça me révolte, quoi, vraiment. Et, ce que tu me dis, ça me fait me souvenir que oui, moi quand j'étais petite en tout cas, je ne saurais pas dire quel âge exactement, mais oui, les pantalons, moi je trouvais toujours ça insupportable, les pantalons serrés. Et quand j'étais petite, oui, du coup, les pantalons taille basse, forcément tu te baisses, tu t'accroupis, surtout quand t'es enfant, que t'es à l'école, tu joues aux billes, tu bouges dans tous les sens. Tu bouges dans tous les sens, donc ton pantalon il se retrouve forcément à un moment où il descend un petit peu, surtout quand il est taille basse. Et c'est vrai que je faisais tout le temps attention quand je me baissais, quand je m'accroupissais, est-ce que mon pantalon ne descende pas trop. Mais ça prend de l'énergie mentale, déjà, et pendant tout ce temps-là, les petits garçons, ils n'utilisent pas cette énergie mentale à ça. Et alors c'est juste un détail, mais ce détail plus tous les autres détails, quelle quantité d'énergie mentale on gaspille à savoir comment on est, comment on s'habille, comment on se présente, comment.
je trouve ça juste insupportable. Et on parle du temps, de la charge mentale, tout ça, mais on en parle aussi du coût. Parce que, oui, on peut acheter nos soutifs à 5 € chez H&M, on peut. Mais honnêtement, je l'ai fait pendant un temps. Alors d'abord, peut-être que ça coûte plus 5 € même maintenant, mais vraiment, j'en ai plus acheté depuis très 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 longtemps. Mais bah, ils sont de très mauvaise qualité. Tu les passes 3 fois à la machine et t'as les baleines qui sortent, les trucs, les machins, et ça te fait des blessures et machin. Et puis c'est des tailles standards. C'est des tailles standards et donc, bah, soit, en tout cas, clairement moi dans mon corps, mais peut-être, je crois que c'est un peu toutes les morphologies. Clairement, moi mon problème, mais peut-être que vous c'est autre chose, mais par rapport à ma taille de bonnet, je trouvais pas ma taille de tour de poitrine. Et donc soit j'avais un soutif qui était à la bonne taille de tour de poitrine, mais qui baillait au niveau du bonnet, parce que forcément quand on est grosse comme moi, on doit faire du G ou du H en soutif, et moi pas, je mets du C ou du D. Et quand je trouvais du C ou du D, eh ben, c'était trop serré au niveau de ma taille de poitrine. Il fallait choisir entre l'un et l'autre, et un truc qui baille, c'est vraiment très très laid. Alors parfois je mettais des coques. Bon, j'avais l'impression que ça me faisait des seins hyper gros qui me sexualisaient. En tout cas, je me sentais sexualisée, donc je n'aimais pas. Et donc, bah, tant pis, ça me serrait. Et j'avais des marques, mais parfois au point de saigner, d'avoir des infections au niveau de la peau, parce que je mettais des choses trop petites. Et ça coûte un pont. Et si on veut être vraiment confortable dans un soutien, parce qu'on a dit que c'était inconfortable, mais en vrai, on peut être très confortable dans un soutien. Mais ça implique de le faire sur mesure. Totalement. Et combien ça coûte un soutien sur mesure? Et t'as besoin de plus qu'un soutien, enfin je veux dire, tu peux pas, enfin tu as besoin d'un roulement minimum, enfin, enfin bref, ça coûte hyper cher. Oui. J'ai déjà acheté comme ça enfin c'était plutôt des brassières, et c'était justement des brassières spéciales, spécialement faites pour être très confortables. Et pour le coup, oui, c'était très confortable, mais je les ai achetées en solde, et déjà c'était cher. Et j'en ai pas racheté après parce que de toute manière je ne porte quasiment pas de soutien-gorge, mais du coup ça fait partie des seuls soutifs que j'ai. Mais oui, par contre ça coûtait un bras, quoi, mais super confortable, il n'y a pas de souci, mais c'était monstrueux le prix, quoi. Clairement, je dépendais du CPS à l'époque, donc j'étais considérée comme... Enfin bon, bref, cohabitante, le taux, je ne sais plus, c'était il y a longtemps maintenant, mais je devais avoir quelque chose comme 650 € par mois pour vivre. Et je m'étais renseignée pour un soutien-gorge sur mesure, adapté, enfin voilà, et je devais compter entre 200 et 250 € pour un soutien. Autant dire que même en économisant beaucoup sur toute une année, quand on a 650 € pour vivre, et qu'il faut payer ses études, son loyer, ses charges, sa nourriture, ses soins de santé, enfin, en fait, si juste cet argent, je ne l'avais pas. Et clairement, maintenant, je me dis, tiens, oui, à l'occasion, j'en ferais bien un beau, mais vraiment sexy, et dans un cadre plus plaisir, érotique, enfin, dans tout à fait autre chose. Mais clairement, dans ma vie de tous les jours, moi, je me vois plus du tout emporter, et il est hors de question, sauf si il devait y avoir des raisons médicales que j'aperçois difficilement, mais enfin, il est hors de question aujourd'hui que j'en reporte. Maintenant, ça me semble important de le dire aussi, on n'est pas là pour faire de l'injonction, on n'est pas là pour dire à toutes les personnes qui ont de la poitrine, non, il faut surtout pas porter de soutien. D'abord parce que les injonctions, ça a quand même jamais aidé personne à se sentir plus heureux dans sa vie. Et puis aussi parce que ce qui est confortable pour moi n'est pas forcément confortable pour quelqu'un d'autre. Que moi, je n'ai pas une activité physique super intense. Le sport que je pratique, c'est dans la piscine. Et du coup, j'ai pas besoin d'un soutien. Enfin, j'imagine bien que si je courais, même avec les seins que j'ai, ça ferait mal sans soutien. Et je peux tout à fait entendre que des femmes se sentent plus confortables avec un soutien pour toutes les raisons qu'on a dit, pour des raisons sociales, pour des raisons de tout ce que la société nous met comme injonction. De la même manière, encore une fois, que je suis persuadée que mettre du vernis à ongles ou se maquiller, c'est devenu un outil de domination. Enfin, ça l'est pas forcément, il y a des cultures où les hommes mettent du vernis et où les hommes se maquillent aussi, mais clairement dans notre culture occidentale aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une injonction faite aux femmes, et pourtant je ne me vois pas aller en public
dans un lieu important sans être maquillée, parce que c'est plus confortable pour moi. C'est plus confortable émotionnellement et dans la gestion de tout ce que j'ai à faire. Et donc, clairement, si c'est le cas pour vous, que c'est plus confortable physiquement ou émotionnellement, bah juste écoutez-vous. Enfin, il n'y a pas d'injonction. On avait juste envie d'en parler parce que bah, ce qu'on observe, c'est l'injonction contraire, c'est l'injonction à devoir emporter. Et en fait, bah, si vous n'êtes pas confortable avec le fait d'emporter, c'est ok aussi de ne pas emporter, même si vous êtes très grosse, même si vos seins ne sont pas jolis, avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que même si vos seins ne correspondent pas à ce qu'on attend du sein, c'est-à-dire qu'il soit ferme, rond, et que le téton pointe vers le dessus au mieux, ou vers l'avant au minima, et ben même si c'est votre cas, vous êtes légitime absolument à ne pas emporter. Et je pense que ce que j'observe en tout cas ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'emportent pas. Clairement, moi, quand j'ai commencé à plus emporter, j'étais à peu près la seule dans mon entourage, et du coup c'était beaucoup plus dur à assumer. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'emportent pas, on en parle sur les réseaux sociaux, il y a des médias qui se sont emparés de la question. Il me semble que tu as fait, donc tu as listé un peu quelques trucs, je vais te laisser la parole dans un instant, mais donc on en parle de plus en plus, et moi ça me permet que le coût émotionnel soit moins important, et du coup de pouvoir être sans soutien. Et donc c'est juste, on a envie de participer à ça, mais vraiment il n'y a pas d'injonction ni dans un sens ni dans l'autre. Oui, le but c'est au contraire de questionner une injonction un petit peu traditionnelle. Même si on ne dit pas aux femmes porter des soutiens-gorge, on ne les oblige pas à le faire, mais n'empêche que dans l'idéal, l'idéal d'une femme, c'est une femme qui porte, qui a du moins des seins ronds, fermes, qui remontent, donc qui a un soutien-gorge, puisque les seins sont très rarement comme ça naturellement. Donc le but, c'est effectivement pas de rajouter une injonction aux femmes en leur disant non, vous arrêtez toutes de porter un soutien-gorge. D'autant plus que oui, effectivement, moi pour le sport, je sais que je préfère aussi porter des soutiens-gorge. Enfin après, bref, c'est le choix de chacune. Mais oui, par contre, du coup, moi j'avais fait un petit peu des recherches, et j'ai trouvé donc quelque chose, quelques petits trucs assez choquants, j'ai trouvé en tout cas. Donc pareil par rapport au non-port de soutien-gorge. Donc par exemple, en 2013, donc c'était une présentatrice du JT de TF1 qui s'appelait Anne-Claire Coudray, et donc qui a fait le JT avec une robe où on pouvait apercevoir ses tétons. Et il y a eu énormément de réponses, de réactions à ça. L'argument principal, c'était que cette présentatrice faisait un coup de com' en se présentant ainsi sans soutien-gorge, en laissant apercevoir ses tétons aux spectateurs de TF1. Et donc cette présentatrice-là a répondu par des excuses médiatiques, où donc elle a dit qu'elle partait du principe que la séduction n'avait rien à faire sur un plateau de télévision. Donc c'est-à-dire que le fait pour elle de se présenter sans soutien-gorge à la télé était vu comme un acte de séduction. Alors que rappelons-le, c'est quand même toutes les femmes sont dotées de seins, et le fait qu'on puisse les voir n'est en aucun cas un acte de séduction. Et oui, comme ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait sur les milieux professionnels où le port du soutien-gorge est presque systématique. D'ailleurs, on le voit, il y a plusieurs études qui montrent, notamment depuis le confinement, que les femmes portent de moins en moins de soutien-gorge, mais que par contre ça persiste dans les milieux professionnels, dû justement à ce regard qu'on a, à ce manque, au fait que ne pas porter un soutien-gorge est un manque de professionnalisme, ou du coup que ça peut carrément être qualifié de vulgaire, comme donc cette dame qui était partie travailler sur son plateau de télévision sans soutien-gorge, et qui s'est pris une vague de commentaires haineux et de critiques, puisqu'elle avait décidé de ne pas mettre de soutien-gorge. Donc effectivement, c'était en 2013.
Aujourd'hui, j'espère du moins on ne réagirait pas de la même façon, qu'il y aurait toujours cette petite réflexion, et en tout cas, en parler, c'est aussi du coup banaliser le fait qu'on a le droit de ne pas porter de soutien-gorge. Et pour autant, du coup, comme je disais, ça c'était en 2013, mais en 2021, donc il n'y a même pas un an, le 25 mars 2021, donc Femme Actuelle a sorti un merveilleux article qui s'intitule « Nos bras, comment adopter la tendance sans soutien-gorge, sans faire vulgaire ». Donc voilà, c'est totalement paradoxal, donc c'est vraiment adopter la tendance du no bras, mais sans être vulgaire. Donc ça revient à dire qu'au final, ne pas mettre de soutien-gorge est vulgaire, donc pourquoi faire un article pour parler du no bras quand c'est pour au final revenir à dire que c'est quelque chose de vulgaire, que c'est un acte vulgaire. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais partager aussi, parce que je trouvais que c'était toujours très intéressant quand même de pouvoir donner quelques exemples concrets et de se rendre compte en fait de l'impact que ça peut avoir. Après effectivement on le voit, c'est avec plein d'autres mouvements aussi, donc comme évidemment le fait de ne pas porter de soutien-gorge, ça laisse entendre que quand on a des vêtements fins ou un petit peu transparents, on voit les tétons, ou du moins on les devine. Donc ça rejoint aussi le mouvement Free the Nipples depuis 2012, qui existe depuis 2012, et effectivement le no-bra se rattache un petit peu comme ça à plein de choses, à plein d'éléments du féminisme dont on peut parler, et c'est pour ça, en tout cas, chacune est libre de porter ou non un soutien-gorge, et il faut juste avoir conscience un petit peu de ses origines, de pourquoi on met un soutien-gorge aujourd'hui, que ça reste totalement traditionnel, culturel, sociétal. En Scandinavie, comme j'ai dit tout à l'heure, 5% des femmes seulement portent des soutiens-gorge, puisqu'elles n'ont pas eu cette injonction-là où on leur disait que à partir du moment où ta poitrine commence à se développer, tu mets un soutien-gorge. Donc voilà. Je trouve ça fou aussi que, en fait, je réfléchis tout haut, mais tu disais tout à l'heure qu'on ne dit pas aux femmes il faut absolument porter un soutien, et que c'est un peu une pression sociale, mais c'est même pas tout à fait vrai, parce que on voit que des jeunes filles sont renvoyées chez elles parce qu'elles ne portent pas de soutien. On voit que on dit à des jeunes filles de se mettre... moi j'ai halluciné quand j'ai entendu ça. On dit à des jeunes filles de se mettre des sparadraps sur les tétons pour qu'on ne voit pas leur sein. Et cette injonction, pour moi c'est vraiment une injonction, je veux dire, ok, ma mère m'a dit ça, mes copines m'ont dit ça, mais des médecins m'ont dit ça. Des médecins, en voyant à la visite médicale à l'école, on devait pas avoir de... On devait être en débardeur culotte là, et en voyant mes seins, le médecin m'a dit et tu mets bien un soutien-gorge, hein, parce que regarde, tes seins ils pendent un peu, ce sera pire hein, si t'en mets pas. Alors que, encore une fois, il y a vraiment une différence. Et donc je dis pas qu'il faut pas porter de soutien, parce que comme ça les seins tombent pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je parle juste de mon expérience. Mes seins sont plus fermes, plus ronds, et pendent beaucoup moins depuis que je mets pas de soutien. Alors j'ai pas encore un sein dans la forme de ce que la société a tant idéalisé de nos seins, n'empêche que clairement la forme de mes seins aujourd'hui se rapproche un peu plus de cet idéal que quand je mettais des soutiens tout le temps. Et donc ça me fait vraiment rire que j'ai mis ce soutien pour empêcher exactement ce que le soutien crée. Ça me fait vraiment rire, mais c'est pas juste une petite injonction, c'est pas juste un truc où les filles se mettent la pression entre elles, quoi. Il y a quand même ce truc ce truc où c'est un peu obligé. Et alors il y a aussi, je sais pas si toi t'as eu ça, mais le nombre de gars qui m'ont claqué en secondaire, qui m'ont claqué le soutien dans le dos. Et alors leur délire, ils avaient un espèce de défi comme ça entre eux, et l'objectif c'était d'attraper le soutien à une main, de le tirer et d'arriver à le dégrafer en un seul mouvement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand ils y arrivaient, ils étaient genre oh ouais. Ok, c'est horrible déjà. C'est qui te permet
de venir comme ça dégrafer un soutien-gorge. Et non, moi je sais que aucun garçon ne faisait ça, en tout cas dans toute ma scolarité passée. Je n'ai jamais vu des garçons faire ça, mais par contre on faisait ça entre filles, genre on claquait nos soutiens-gorge, mais c'était plus dans une optique de taquiner l'autre. Mais bon, ça reste quand même hyper intrusif. Et oui, je pense que si un garçon m'avait fait ça, j'aurais été très très mal à l'aise et j'aurais pas su comment réagir. Mais oui, en tout cas, il y avait, enfin, même quand on le faisait entre filles, au final, il y avait ce geste-là, enfin, de oh, tu vas te retrouver sans soutif, haha, tu vas être trop mal à l'aise, quoi. Donc, comme quoi, c'est pas anodin non plus ce dont on parle depuis tout à l'heure. Parce que, ouais, effectivement, c'était vraiment haha, tu vas être trop mal à l'aise. Et effectivement, quand ça nous arrivait, on était tout de suite oh, il faut que je me cache pour aller remettre mon soutien-gorge. Alors que bon, il n'y a pas du tout de honte, une quelconque honte à avoir en tout cas. Non, et aussi, si les soutifs étaient un truc porté quotidiennement par les hommes, il serait quand même beaucoup plus facile à mettre. Ouais. Je veux dire, on en parle du fait qu'on est censé là enfiler les trucs et puis se le mettre derrière et s'attacher 2 ou 3 attaches par derrière sans regarder ce qu'on fait. Enfin, alors là, c'est un détail dans tout ce qu'on vient de dire, mais je trouve ça aussi, vraiment, ça me fait écho. Alors, on aime ou on n'aime pas, et je n'adhère pas à tout ce qu'elle dit, mais ça me fait écho au sketch de Florence Foresti, tu sais, où elle parle des poussettes. Et elle dit oh, la poussette c'est hyper chiant à ouvrir, fermer. Mais ça, clairement, si les mecs étaient ceux qui ouvrent et qui ferment les poussettes, aujourd'hui on appuierait sur un bouton et pouf pouf pouf. Et ce qui est très comique, c'est que les mecs se sont beaucoup investis dans la parentalité ces dernières années. Et j'observe, lien de causalité ou parallèle, hasard, enfin du pur hasard. Je n'ai pas fait d'études, donc j'observe simplement que les poussettes sont de plus en plus simples à utiliser, à ouvrir et à fermer. Ouais. Bah, peut-être qu'il faudrait que les hommes décident de mettre des soutiens-gorge. Voilà. Ce serait peut-être une bonne idée. Parce que de toute manière, quand on... Ce serait absurde. Oui, ce serait absurde, mais au final, des quand soutiens-couilles. Des soutiens-couilles, Ça, tu vois, bah, parce c'est vrai que des fois, je veux dire, ça pend, mais je veux dire, c'est là et ça pend. Ouais. Et pour le coup, ça pendrait moins vraiment s'il y avait une espèce de, tu vois, de soutien. Non mais totalement, mais il y a des mecs des fois qui se plaignent d'avoir des couilles qui pendent quoi, clairement. Non mais t'imagines, ah non mais là on voit les plis de ta couille, c'est vraiment malsain, non mais il faut que tu mettes un soutien parce que... Bah et quand... parce que pareil, quand on va à la piscine, tu sais, on doit mettre des maillots de bain qui sont ultra serrés. Donc pour les femmes, moi je sais que c'est un stress avant de oh, est-ce qu'on va voir la forme de mes tétons, surtout à l'école. Moi je stressais énormément. Et si on les voit, il faut qu'ils soient bien hauts. Oui. Enfin, parce qu'il faudrait surtout pas que tu vois le soutien soit comme ça. Totalement. Et que du coup le téton ait l'air d'être vers le bas. Donc tu vois. Oh, mais pour autant, je pense qu'il y a quand même il y a quand même aussi, je pense, quelques hommes qui sont mal à l'aise par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de malaise aussi quand même sur les maillots de bain pour hommes, parce qu'à la piscine, c'est des maillots de bain moulants aussi. Et pour autant, ça doit pas être super... je sais que moi, pour mes seins, ça a été un problème quand c'était pour aller à la piscine, à l'école, de mettre un maillot de bain moulant. Donc pour les hommes, ça devrait être pareil, quoi. Pour leur maillot de bain ultra moulant, on voit tout, on devine tout, toutes les testicules, les zizi, tout, on devine tout, mais pour autant, ça n'a pas l'air non plus... Enfin, moi je sais que je me rappelle, j'ai toujours cette image-là des cours de piscine à l'école, où les filles, elles sont tout le temps un peu comme ça, et les garçons pas du tout, quoi, alors que pour autant, on devine leur corps autant que le nôtre, quoi. À fond. Même au niveau de l'épilation. Bon, ça c'est un autre sujet encore, mais même au niveau de l'épilation, on était toutes en train de se dire oh là là, est-ce qu'on va voir que je suis mal épilée, ou un truc comme ça, enfin des réflexions comme ça, alors que bon... On pourrait en refaire un truc sur l'épilation, mais pareil, le fait de cumuler des oppressions différentes, oui. Alors, j'ai de la chance entre guillemets dans la société qui est la nôtre, je suis très peu poilue. Donc je peux me permettre de ne pas du tout m'épiler sans que ce soit très très visible. Mais quand même, ça se voit un peu. Je me rappelle une fois être à la piscine et je suis pas épilée.
Et donc mes jambes sont poilues, enfin, tout est relatif, hein, c'est-à-dire que mes jambes sont aussi poilues que mes bras, vous voyez à l'écran à quel point je suis très très poilue. Mais donc bref, avec les gouttes d'eau, on voit qu'il y a des poils. Et je passe à côté de 2 jeunes et qui parlent entre eux et qui disent « Oh putain, t'as vu la meuf quoi, déjà qu'elle est grosse, en plus elle s'épile pas quoi ». J'étais la seule grosse, donc vraiment je n'avais absolument aucun doute sur la personne dont il parlait. Mais ça, je pense que si j'avais été mince, peut-être qu'il se serait dit « Oh, t'as vu, elle n'est pas épilée », mais il n'y aurait pas eu cette double injonction de... Enfin, cette double insulte dans leur bouche. Parce que clairement, le mot « grosse », j'estime pas que ce soit une insulte, et je pense qu'il faut se le réapproprier. Clairement, dans leur bouche, c'était dit comme une insulte. Il n'y aurait pas eu cette double insulte, quoi. Oui. Et je trouve aussi que c'est intéressant parce que tu disais, à travers le Nobra, là, on a parlé de plein de sujets différents. Ouais, c'est pas pour rien que les féministes parlent du continuum de la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on peut dire que le soutien-gorge est une violence faite aux femmes? Certaines femmes en ont besoin, certaines femmes sont beaucoup plus confortables avec ça. Et en même temps, le fait que ce soit une injonction, pour moi, c'est une des violences faites aux femmes. Et bien sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, ça ne tue plus les femmes. Historiquement, Anna l'a dit, les corsets, ça tuait des femmes, littéralement. Donc c'est une émancipation par rapport au fait de porter un truc qui nous tue, super. N'empêche que ça reste une injonction et un truc vraiment important. Et toute cette injonction et cette sexualisation du sein que peuvent vivre certaines femmes quand elles ne portent pas de soutien, ça participe aussi à la culture du viol, parce que peut-être que si elle n'a pas de soutien, c'est qu'elle a envie d'aguicher, et donc peut-être que même si elle dit non, on sait bien, les femmes sont un peu stupides, et donc quand elles disent non, il suffit d'insister un peu, elles changent d'avis, puis elles changent d'avis comme de chemise, et donc quand elle ne sait pas choisir, on peut peut-être choisir à sa place, donc on peut peut-être quand même coucher avec elle. Et donc, ça va participer à tout ça. Et oui, les viols, ça tue physiquement, ça tue aussi psychiquement, même si la plupart des victimes de viols sont toujours vivantes à l'issue de leur viol biologiquement. Eh ben, il y a une partie d'elles, pour certaines victimes en tout cas, malheureusement pour une majorité d'entre elles, une partie d'elles qui a été tuée à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment important. C'est-à-dire que oui, c'est un détail, le Nobra, par rapport à d'autres choses, et en même temps, ça fait partie de ce continuum de violence contre lequel il faut lutter. Quand on parlait du coût, alors il y a le fait que, très pragmatiquement, ça coûte un soutien. Mais sur une vie entière, l'argent qu'on consacre à acheter des soutiens-gorge de qualité, tout le temps qu'on consacre à chercher des soutiens-gorge de qualité, à les mettre, enfin à les acheter, à les porter, à les laver, à les entretenir, parce qu'on en parle de tous ces soutiens qui ne peuvent pas être lavés en machine et qu'il faut laver à la main. Enfin, tout le temps qu'on consacre à ça, c'est du temps qu'on ne consacre pas à autre chose. Et potentiellement, le temps, c'est de l'argent. Okay, et tout l'argent qu'on consacre à ça, c'est de l'argent qu'on ne met pas de côté pour s'acheter un bien immobilier. Et en parallèle, on constate que l'immense majorité de la propriété mondiale appartient aux hommes. Bah oui, mais parce que si on combine tout l'argent qu'on nous enjoint à mettre dans les vêtements, sachant qu'on doit changer notre garde-robe à chaque renouvellement de mode et que la mode change maintenant à chaque saison, qu'on est censé passer un temps certain, enfin un budget certain dans des produits pour nous épiler ou nous raser, tous les produits menstruels qui ne sont pas pris en charge par la collectivité, tous les produits pour nous maquiller, tous les produits de soins, de beauté, la crème et le machin, parce que l'anti-âge, j'avais lu ça, je ne sais plus dans quel magazine féminin, on est censé mettre de l'anti-rides à partir de 23 ans. Parce que sinon ça ne sert plus à rien après, enfin voilà, il faut vraiment en mettre 2 fois par jour, matin et soir à partir de 23 ans. C'est pas des injonctions que les hommes reçoivent, les talons hauts, et puis toutes les conséquences pour la santé de tous ces produits, etc. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et sur l'échelle d'une vie, on aurait largement de quoi s'acheter un appartement, même parmi les plus précaires d'entre nous. C'est-à-dire que même parmi celles qui vivent du RSA en France ou du CPS en Belgique, si elles combinent tout l'argent qu'elles ont dépensé pour toutes ces choses-là au cours d'une vie, elles auraient pu s'acheter un appartement, quoi. Totalement.
Je sais, c'est juste hallucinant et je trouve ça fou parce que oui, les violences économiques, on n'en parle pas beaucoup dans les violences, on parle souvent des violences physiques, sexuelles, psychologiques. Les violences économiques sont une réalité qui ont un impact aussi sur les violences de couple, sur les violences physiques. On sait qu'un certain nombre de femmes n'ont pas la capacité de quitter leur conjoint violent parce que sinon elles seraient à la rue, qu'elles perdraient la garde de leurs enfants et que c'est impossible pour elles de se retrouver dans ces situations-là. On le voit dans des situations de handicap, on le voit dans plein de situations. On en parlait la semaine dernière, une femme qui est mariée en communauté de biens avec un mari indépendant et qui consacre 20 ans de sa carrière à aider son mari dans le cadre de son travail d'indépendant. C'est une aidante proche. Elle a le droit de le faire légalement sans le déclarer. C'est tout à fait légal et possible. N'empêche que si après 20 ans, son mari décide de divorcer, la société, même si elle a contribué à la moitié du chiffre d'affaires de monsieur, eh bien la société va estimer qu'elle n'a pas travaillé pendant 20 ans, elle aura droit à rien. C'est une violence économique. Même si monsieur n'était pas violent, madame, elle se retrouve à la rue. On a eu le cas comme ça d'une bénéficiaire et qui était littéralement SDF après avoir aidé monsieur à monter son entreprise. Et monsieur, lui, était propriétaire de 2 maisons, une à lui, une en location. Et était propriétaire de 3 voitures. Alors c'est un détail, hein, mais n'empêche que son épouse, après avoir bossé 20 ans de sa vie pour monsieur, s'est retrouvée littéralement à la rue. Et ça fait partie des violences à la base économiques, mais qui ont des conséquences très pratiques. Mais c'est ça, totalement. Et puis, même comme tu disais au début, il y a le fait de devoir porter un soutien-gorge, le fait de devoir se maquiller, le fait de devoir faire attention, d'adapter notre tenue aux circonstances, ça prend de l'énergie, de penser, ça prend de l'énergie, de penser le soir, oh comment je vais m'habiller demain, quelles chaussures je vais mettre, quel manteau je vais mettre, oh ça fait un peu trop vulgaire, oh mais ça va, là je suis qu'avec des copines, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, oh mais là je serai à l'école, il faut que je fasse un peu plus attention, oh bon là je vais voir ma famille, je vais voir mes grands-parents, je vais faire attention aussi comment je m'habille, parce qu'ils comprendront pas, enfin il y a plein de... Et ça c'est qu'une petite partie en fait, mais c'est juste que même, je trouve même c'est difficile en fait, tellement il y en a de pouvoir toutes les citer d'un coup, toutes ces injonctions, de les citer toutes d'un coup, ça prendrait tellement de temps et de réflexion, parce que je pense que dans une journée, juste dans une journée, enfin il faudrait calculer le temps d'une journée auquel même que ce soit des petites actions en fait, et à côté de ça, on doit, quand on essaye de parler d'un sujet comme nos bras, qu'on en parle parfois, moi parfois en tout cas je trouve qu'il y a des réactions qui sont oh mais c'est pas très grave, de toute façon vous faites comme vous voulez, il y a des réactions vraiment de ah mais il n'y a pas besoin de faire tant d'histoires pour ça. On s'en fout de la vie des gens. Déjà c'est toujours des mecs blancs, cisgenres, hétéros. Mon mari Sébastien, qui est dans la pièce que vous ne voyez pas, se sent totalement visé, il sait pourquoi. C'est toujours eux qui te disent « Non mais on s'en fout de la vie des gens !» Bah oui, toi tu peux t'en foutre de la vie des gens, parce qu'en fait les gens te disent rien, ils n'ont pas d'avis sur toi. Nous, tout le monde a un avis sur nous. Mais la vie des gens, ça va même plus loin, enfin on dépasse complètement le cadre, hein, mais ça va même plus loin. On se faisait la réflexion, on a fait cette discussion avec mon mari qui n'avait pas conscience que, par exemple, notre jardin, là, on l'a laissé un peu, on s'en est pas beaucoup occupé. Et en fait, on s'en fout, c'est notre jardin. Je veux dire, à un moment, c'est nous qui ne pouvons pas en profiter comme on voudrait, c'est notre jardin. Ouais, mais n'empêche que les gens à l'extérieur, on a des voisins qui nous ont fait des remarques sur notre jardin, et personne à Sébastien. Toutes les remarques sur le jardin, c'est un peu dommage quand même, vous devriez prendre le temps, peut-être que vous pourriez faire appel à... Toutes les personnes qui se sont permises de faire des remarques sur notre jardin, c'est à moi qu'on les a faites. Toutes les personnes, on avait encore un truc qui traînait devant l'allée de garage dans la rue. Plusieurs personnes sont venues me voir pour me dire il y a des choses qui traînent dans l'allée de garage, c'est un peu dommage. Personne n'a fait ces remarques à Sébastien. Personne ne regarde Sébastien et lui dit « Oh, t'as vu le mec, non seulement il est gros, mais en plus il n'est pas épilé. » Jamais il s'est pris ça dans la tronche. Moi, si. Et évidemment, quand on se prend jamais des remarques comme ça, et qu'il y en a une qui arrive de temps en temps, c'est facile de se dire « Oh, tant pis, j'y accorde pas d'importance. » Mais quand elles s'accumulent les unes après les autres, que c'est quotidien, et que ça fait des années qu'on subit ça, non, on peut pas juste s'en foutre de la vie des autres. En tout cas,
quand on reçoit une remarque, ça prend un peu d'énergie de se dire ok j'ai reçu ça, mais en vrai qu'est-ce que je pense? Je pense que je suis en accord avec moi-même, ok j'y accorde pas d'attention. Ça demande de l'énergie. Un petit peu d'énergie pour le faire une fois. Mais ça demande énormément d'énergie pour le faire énormément de fois. Et en fait moi il y a plein de jours où j'ai juste pas l'énergie disponible pour m'en foutre de la vie des autres en fait. Ça me touche trop et je ne suis absolument pas disponible pour me dire, pour faire un pas de côté et me dire attends, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que son avis est important? Qui il est pour toi? J'ai pas cette énergie-là parce qu'il y a trop de regards, d'injonctions, de remarques. Et vraiment, je vois bien hein, que mais toutes les personnes qui m'ont dit oh, on s'en fout de la vie des autres, c'est toujours des mecs quoi. Et puis ça, c'est, enfin, ce dont tu parles, c'est tout ce qui est conscience et dont c'est quelque chose de direct. On va nous faire une remarque, oh bon, ton jardin il est pas bien entretenu, ça il faut que tu le ramasses, tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui est inconscient quand on est sur, quand on regarde des films. Moi je sais que je regarde quasiment tous les jours des séries et pour autant, quand on y réfléchit et quand on pense à ce qu'on regarde, c'est hyper sexiste, mais profondément même sexiste. Et bon, certes, on regarde ça en se disant c'est de la fiction, c'est pas la réalité, mais ça nous imprègne totalement. Et surtout, on le fait depuis qu'on est petit. Et aujourd'hui, maintenant, enfin, je sais que j'arrive à avoir un regard dessus, à me poser des questions en regardant tout ça, mais quand j'étais petite, je me posais pas de questions et c'était encore pire. Et aujourd'hui, certes, je m'en pose, mais pour autant, ça fait maintenant, ça fait 20 ans que j'ai ça en fait. Bon, certes, il y a les remarques aussi, parce que des remarques, ça, quand on est une femme, on s'en prend tout le temps. Et je pense qu'on peut en citer, mais un nombre incalculable. Et puis, il y a aussi tout ce qui est du coup inconscient, enfin, qu'on accumule comme ça sans s'en rendre compte. Puis au bout d'un moment, c'est difficile en fait de tout accumuler comme ça et de se dire bon aujourd'hui il faut que je sois forte, il faut que je fasse pas attention à ce que les autres pensent de moi. C'est pas aussi simple que ça en fait, et je pense que oui, c'est quand on est un homme on a plus de mal à le comprendre. Il faut vraiment avoir ce travail de réflexion sur se mettre à la place des femmes au final, de se dire ah effectivement moi je subis pas ça tous les jours et qu'est-ce que je ferais si je le faisais quoi. Si je subissais ça tous les jours, est-ce que je saurais mieux, est-ce que je saurais mieux réagir? Non, c'est pas aussi simple que d'en avoir rien à faire de ce qu'on me dit. Moi aussi, je me dis ça, je me dis oh, j'en ai rien à faire, qu'on me trouve pas bien à ce moment-là, mais au final, on n'en a jamais rien à faire. Et ça, c'est pour tout le monde, et c'est encore pire pour les femmes, parce qu'on attend beaucoup, beaucoup des femmes. Même au travers de l'éducation. Pardon. Non, il y a un mème qui circule comme ça qui dit on attend des femmes qu'elles élèvent leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas et qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants. Et on peut élargir ça à plein d'autres choses, mais on attend énormément des femmes. Et puis il n'y a aucune gratitude. Enfin, je veux dire, comme je t'avais déjà dit, ma mère me racontait que quand on était petite, elle nous promenait en poussette tous les jours. On lui disait jamais waouh, bravo. Et mon père, quand ça lui arrivait de nous promener en poussette, lui, il y a des femmes, et des femmes surtout, qui venaient le voir pour lui dire waouh, vous êtes un père courageux, c'est bien. Et il rentrait tout fier le soir en disant ma mère, oh, on m'a dit ça aujourd'hui. Et ma mère disait, mais tu sais, moi je le fais tous les jours et on me le dit jamais en fait. Et on a même on fait 100 fois plus de choses, on doit penser à 100 fois plus de choses et on a 100 fois moins de gratification. Donc c'est beaucoup plus dur d'être une femme et c'est beaucoup plus violent rien que pour ça en fait. Totalement. Complètement, ce seront les mots de la fin parce qu'on a déjà, ça fait quasi une bonne heure qu'on parle. Déjà merci si vous êtes toujours là. Vraiment n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à nous relayer ce que les réflexions que vous vous êtes fait tout au long de notre discussion. Petite parenthèse, ça paraît probablement évident, mais on a parlé d'un point de vue cis-centré, c'est-à-dire que on a parlé de femmes désignées femmes depuis la naissance et qui se sentent femmes, et pareil pour les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on exclut nos sœurs et frères trans, juste que ça relève d'une problématique pour laquelle on n'y connaît rien et que du coup ça nous paraît compliqué de parler à la place des concernés. Et la deuxième chose aussi, c'est que la semaine prochaine, on se retrouve à 2, peut-être à 3, on verra, et on va parler du thème de la fausse couche.
Et donc, si vous avez des questions, des choses que vous avez déjà envie de nous partager sur le sujet pour nous préparer ou pour qu'on puisse aborder certains aspects en particulier qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous écrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore un grand merci à tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.